Ok. En 2017, Hatem Ben Arfa reçoit une convocation dans le bureau d'un dirigeant du PSG. Pas pour discuter d'un nouveau contrat, pas pour le féliciter de ses dernières performances. Patrick Kluivert, l'ancien attaquant légendaire devenu directeur du football, l'accueille avec un message simple et brutal. Tu dois partir, le coach ne veut plus de toi. On t'a trouvé un club, Fenerbahçe. Tu verras, c'est un bon championnat, la Turquie. Ben Arfa le regarde droit dans les yeux et refuse net. Il refuse parce qu'il croit encore en lui et parce que, quelques mois plus tôt, Karim Benzema lui-même disait encore devant les caméras que Hatem, c'était Messi. Tout cela avait basculé lors d'une séance d'entraînement ordinaire au camp des loges. L'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, était venu rendre visite aux joueurs. En fin de séance, Ben Arfa s'approche pour le saluer et lui glisse en arabe une formule de politesse, avant d'ajouter avec un culot assez dingue qu'il n'arrivait plus à joindre son président Nasser Al-Khelaifi depuis des mois pour simplement parler de sa situation sportive. Mis en porte-à-faux devant son propre patron, Al-Khelaifi ne digère pas la scène. Quelques jours plus tard, Ben Arfa apprend par un simple intendant qu'il n'est pas du voyage pour la tournée américaine. Pas par l'entraîneur, pas par le directeur sportif, pas par un coup de téléphone, par un intendant. Nous parlons ici d'un joueur qui venait de réaliser la saison individuelle la plus bluffante de toute la Ligue 1 cette année-là, 18 buts et 7 passes décisives avec Nice. Un joueur qui avait porté un club de milieu de tableau jusqu'en Ligue Europa, presque à lui seul. Mais à partir de ce moment-là, tout s'est effondré. À un moment donné, Hatem Ben Arfa était désigné avec des mots très précis. The Magician pour la presse britannique, Messi pour ses anciens coéquipiers de Lyon, et Djibril Cissé affirmait n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi doué balle au pied en dehors de Messi lui-même. Souleymane Diawara disait exactement la même chose. Pourtant, à partir de ce jour au camp des loges, sa carrière n'a plus jamais été la même. Selon ses propres mots, le pire dans tout ça, c'est que je me sentais encore au sommet de mon jeu. Ben Arfa s'était battu pendant des années pour arriver là, revenant de blessures horribles, traversant des mises à l'écart humiliantes. Et en l'espace d'une blague placée au mauvais endroit devant le mauvais interlocuteur, c'est le plus grand gâchis du football français venait de perdre les dernières grandes années qui lui restaient. Vous voyez, la plupart des gens ne s'en souviennent pas, mais avant même d'avoir disputé un seul match professionnel, Ben Arfa était déjà célèbre dans toute la France. En 2002, à seulement 14 ans, il apparaissait comme l'un des personnages principaux d'un documentaire télévisé à la Clairefontaine, tourné au sein du centre de préformation de l'INF Clairefontaine. Les caméras l'avaient suivi aux côtés d'autres gamins prometteurs comme Abou Diaby, et très vite, il avait capté toute l'attention, non pas uniquement pour ses dribbles, mais pour une bagarre mémorable avec Diaby capté en plein cadre. Ce n'était pas la meilleure façon de se faire connaître, mais tout le monde le connaissait quand même. 2 ans plus tard, à peine âgé de 17 ans, il devenait le premier joueur mineur à évoluer en Ligue 1 au XXIe siècle sous le maillot de l'Olympique lyonnais. C'était la Grande Lyon de Juninho, Essien et Malouda, une équipe qui écrasait le championnat d'une façon que la Ligue 1 n'avait jamais connue. Ben Arfa était encore une promesse parmi les promesses, mais une promesse que tout le monde regardait déjà différemment. Ce même printemps, il participait à l'Euro U17 avec les moins de 17 ans, aux côtés d'un certain Karim Benzema, d'un certain Samir Nasri et d'un certain Jérémy Ménez. 4 joueurs réunis sur le même terrain que les journalistes, désignés déjà comme la génération dorée qui allait dominer le football mondial. Il remporte ce titre européen en battant l'Espagne 2-1 en finale, avec 3 buts en 5 rencontres pour Ben Arfa. Et pendant quelques mois, le monde entier se dit qu'il ne fallait surtout pas manquer cette génération-là. Quoi qu'il en soit, à Lyon, la carrière professionnelle de Ben Arfa tarde à démarrer vraiment. Dans une équipe qui remporte le championnat quasiment les yeux fermés, il peine à s'imposer comme titulaire indiscutable. Ce n'est qu'en 2007, après le départ de Florent Malouda à Chelsea, qu'il gagne enfin un temps de jeu conséquent. Et cette dernière saison à Lyon, en 2007 à 2008, est enfin à la hauteur des attentes. Impliqué dans 11 buts en Ligue 1, récompensé du titre de meilleur espoir du championnat et quelques premières sélections avec les Bleus, dont un but dès ses débuts contre les îles Féroé. 4 titres de champion de France dans la valise, il décide de quitter l'OL pour rejoindre l'Olympique de Marseille, et tout le monde pense que c'est là que l'aventure va vraiment commencer. À Marseille, l'entraîneur Éric Gerets lui offre immédiatement un rôle de numéro 10,
le poste de ses rêves, celui qui lui permet d'exprimer toutes ses qualités de pénétration et de passe. Dès son tout premier match de Ligue 1 contre Rennes, il marque, à la 15e minute. Quelques jours plus tard, contre Brandbergen en Ligue des Champions, il délivre une passe décisive à Cheyrou après avoir éliminé toute la défense norvégienne comme s'il jouait dans une arrière-cour de quartier. La saison suivante, sous Didier Deschamps cette fois, il remporte la Ligue 1 avec l'OM en 2010, plus la Coupe de la Ligue la même année. Mais le problème, c'est que ses performances sont irrégulières, qu'il perd régulièrement sa place au profit de Valbuena ou Koné, et que, en Europa League, si au retour d'un match contre Benfica, il rentre en toute fin de rencontre et se fait expulser 20 secondes plus tard pour avoir frappé un adversaire. Pas vraiment ce qu'on attendait de lui. Pire encore, la relation avec Deschamps se détériore. Et lors du mercato d'hiver 2011, l'OM lui permet de chercher un nouveau club. C'est là qu'il part en prêt à Newcastle. Et ce prêt commence de la pire façon possible. Dès la 3e minute de son tout premier match en Premier League contre Manchester City, Nigel de Jong lui met un tacle en retard dévastateur et Ben Arfa finit évacué du terrain sur une civière avec un masque à oxygène sur le visage, victime d'une double fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche. 6 mois d'absence, au minimum. Certains pensaient qu'il n'en reviendrait jamais vraiment. Samir Nasri lui-même, présent ce jour-là avec City, avait déclaré aux médias qu'il était très déçu pour Hatem et qu'il espérait qu'il en sortirait grandi, parce que ce n'est pas évident. Mais quoi qu'il en soit, il en est revenu. Et il n'est pas revenu en se contentant de marcher sur le terrain en évitant les contacts. Le 9 avril 2011, contre Bolton, il récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain, transperce la défense adverse et ouvre le score après une course de plus de 70 mètres, éliminant plusieurs défenseurs avec une facilité déconcertante avant de glisser le ballon dans le filet. La Premier League entière en parle, les journaux britanniques le comparent à Messi, les fans de Newcastle comprennent pourquoi le joueur avait été présenté comme l'un des plus grands espoirs du football français. Dont et les supporters des Magpies n'ont pas attendu plus longtemps pour faire de lui une idole. Ce but lui vaut immédiatement son transfert définitif depuis Marseille, qui tente pourtant de le retenir en engageant une procédure juridique. Pendant des mois entiers, Ben Arfa se retrouve dans un flou légal total, coincé entre les deux clubs, privé de terrain et de match, avant que le litige soit finalement tranché en janvier 2012. Et à peine revenu, il enchaîne les performances brillantes, montrant par intermittence qu'il était peut-être l'un des joueurs les plus imprévisibles et les plus difficiles à arrêter de tout le championnat anglais. Sauf que les bonnes soirées et les soirées plus discrètes se succèdent avec une régularité qui finit par énerver les supporters. En 4 saisons à Newcastle, il manque 59 matchs sur blessure. Donc 59, à un moment donné, on l'envoie en prêt à Hull City pour qu'il retrouve du rythme. Mais là aussi, la relation avec l'entraîneur Steve Bruce tourne mal très vite et il rentre à Newcastle après 4 petits mois. La situation réglée par personne. Malgré tout ça, lorsqu'il quitte Newcastle en 2015 libre de tout contrat, plusieurs clubs sont encore intéressés. OGC Nice arrive dans la discussion et lui propose quelque chose d'inattendu. Une liberté totale sur le terrain, une confiance sincère de l'entraîneur Claude Puel et un rôle de leader absolu de l'équipe. Sur le papier, ça ressemble presque à un pari. Dans les faits, ce que Ben Arfa va produire cette saison-là à Nice est tout simplement impossible à décrire avec des mots neutres. Au départ, Puel lui-même avait des doutes. Ben Arfa débarque en préparation estivale sans avoir fait de vrai entraînement collectif depuis longtemps. Sa ceinture abdominale pose question et le coach réclame du temps. Hatem n'attend pas. Dès les premières sorties amicales, il prouve qu'il ne joue pas dans la même catégorie que les autres. Dès la 2e journée à 3, il transforme un penalty avec le calme d'un joueur au-dessus des nerfs et la semaine suivante, il élimine plusieurs défenseurs de Caen avant de démolir le but d'une frappe lourde qui arrache des cris dans tout le stade. Puis arrive le récital à Geoffroy Guichard contre Saint-Étienne avec un doublé dont un but en éliminant 5 défenseurs consécutifs. Puis un triplé contre Rennes lors d'une victoire 3-0. Puis un doublé contre Bordeaux lors d'un carton 6-1. À chaque journée de championnat, les journalistes à court de superlatifs finissent par écrire des choses comme « Il ne joue pas au même jeu que les autres » ou « Il y a Hatem et il y a les 21 autres ». En une seule saison, Ben Arfa inscrit 18 buts et délivre 7 passes décisives.
guide Nice jusqu'à la 4e place de la Ligue 1 et offre au club sa qualification en Ligue Europa. Une première depuis des années. Dans les travées du stade, les supporters niçois inventent un chant spécial. « À thème on t'aime, à thème on t'adore », repris en chœur à chaque fois qu'il touche le ballon. À 29 ans, Ben Arfa est redevenu le joueur dont tout le monde avait rêvé 15 ans plus tôt à Clairefontaine. Et les plus grands clubs se positionnent. Le FC Séville, notamment, est en pole position pour le recruter, mais à la toute dernière minute, Ben Arfa fait volte-face. Il choisit le PSG. Idle, la ville où il a grandi, le club le plus richement doté de France, la promesse d'un statut de star absolu. Sur le papier, c'était la décision logique d'un joueur qui voulait enfin jouer les premiers rôles dans une grande équipe. Dans les faits, c'était la pire décision de sa carrière. Dès le début, la relation avec Unai Emery ne prend pas. Le coach espagnol lui reproche d'entrée de ne pas s'investir assez à l'entraînement, de ne pas respecter les blocs tactiques, de trop jouer en dehors du système. Ben Arfa répond sur le terrain lors de ses premières apparitions et reste impliqué dans plusieurs buts, mais le courant ne passe pas. Puis, un soir de mars 2017, après la terrible humiliation reçue au Camp Nou en 8e de finale de la Ligue des Champions, 6-1, l'une des pires défaites de l'histoire du PSG, tant des paroles que Ben Arfa adresse à son entraîneur dans les couloirs qui suivent la rencontre ne lui seront jamais pardonnées. Selon les révélations de France Football, il aurait dit en substance à Emery qu'il ne passerait jamais les 8e de finale de la Ligue des Champions, même avec la meilleure équipe du monde. Emery aurait répondu en lui brandissant son propre palmarès à la figure, ce qui donne une idée du niveau de la discussion. Et ce n'était pas tout. Depuis des semaines, Ben Arfa se livrait apparemment à des imitations de son entraîneur dans le vestiaire, accent espagnol compris, gestes, expressions, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers, Neymar en tête. Emery, lui, n'avait pas ri du tout. Ce qui est assez savoureux dans l'histoire, c'est que malgré toute cette ambiance compliquée dans les coulisses, Ben Arfa restait populaire dans le vestiaire parisien. Ses coéquipiers l'invitaient à toutes les soirées, aux anniversaires de Neymar, à ceux de Thiago Silva. À Thiago Silva, Ben Arfa avait même offert un cadeau assez particulier, une invitation pour 2 personnes dans le restaurant gastronomique La Tour d'Argent, dans le 5e arrondissement de Paris, l'un des plus prestigieux de la ville. Dani Alves lui-même demanda à Antero Henrique et à Maxwell de mettre fin à l'acharnement dont il était victime. Rien n'y fit. Et la suite est la suivante. Il apprend par un intendant qu'il n'est pas de la tournée américaine de pré-saison 2017. Il répond en citant Martin Luther King sur les réseaux sociaux. Le PSG lui propose Fenerbahçe, puis d'autres clubs turcs. Il refuse. Il est envoyé avec la réserve. Il revient avec le groupe pro, repart avec la réserve. Toute une saison 2017 à 2018 à se battre contre une direction qui ne veut plus de lui, à s'entraîner seul ou presque, sans jamais disputer un seul match officiel. Son dernier match avec le PSG remonte au 16 avril 2017, un quart de finale de Coupe de France contre Avranches. Une victoire 0-4, où il inscrit un doublé et délivre une passe décisive, comme pour laisser une dernière image propre avant de disparaître définitivement des convocations. Le bras de fer juridique qui s'ensuit dure des années. Ben Arfa réclame 7,7 millions d'euros pour harcèlement moral. Il est débouté dans un premier temps au prud'homme. Mais en mars 2023, la Cour d'appel de Paris condamne finalement le PSG à lui verser 100 000 euros correspondant à 2 jours de salaire non versés, plus 1 euro symbolique. 1 euro symbolique. Comme pour signifier que oui, il avait bien été maltraité, mais que la punition ne lui rendrait jamais ce qu'on lui avait pris. À l'été 2018, Olivier Létang, qui avait connu Ben Arfa au PSG comme directeur sportif, lui offre une porte de sortie au Stade Rennais. Et pendant quelques mois, on croit vraiment à la renaissance. En 41 apparitions toutes compétitions confondues, il inscrit 9 buts et délivre 6 passes décisives, contribue à la meilleure campagne européenne de l'histoire du club en Ligue Europa. Et surtout, lors de la finale de la Coupe de France en mai 2019, il participe à l'un des exploits les plus savoureux du football français moderne. Rennes bat le PSG au tir au but 6-5 après un match nul 2-2. Battre le PSG avec Rennes, lui qui avait été mis au placard par ce même PSG, c'était une revanche d'un autre niveau. Mais comme toujours avec Ben Arfa, l'histoire ne pouvait pas finir proprement. En fin de saison, il résilie son contrat prématurément et déclare dans la presse que le jeu proposé par Julien Stéphane ne lui convient pas. Une porte qui se referme, encore une fois, par ses propres mains.
6 mois sans club s'écoulent. Puis en janvier 2020, le Real Valladolid de Ronaldo lui tend la main. Ben Arfa signe jusqu'à la fin de la saison, mais ne dispute que 5 matchs pour un total de 158 petites minutes de jeu, avant de repartir libre à l'été. En octobre 2020, les Girondins de Bordeaux l'accueillent et ses débuts sont encourageants. 2 buts et 5 passes décisives en 11 matchs, dont une performance remarquée contre le PSG en début de saison. Mais une blessure à la cuisse en janvier lui fait perdre ses repères. Il ne retrouve jamais son niveau du premier trimestre et en fin de saison, Bordeaux ne lève pas l'option de renouvellement. Il repart, libre, encore. Janvier 2022, Lille, champion de France en titre, lui offre une dernière chance. Olivier Létang, devenu président du LOSC, connaissait le joueur depuis des années et pensait que ça pouvait marcher. 9 matchs, c'est tout ce que Ben Arfa dispute. Lors d'une rencontre, après un 0-0 décevant contre Bordeaux, il s'en prend verbalement à son coéquipier Thiago Diallo dans le vestiaire, puis cible l'entraîneur Jocelyn Gourvenec et des membres du staff. Il est mis à pied sans délai. Quelques heures plus tard, sur Instagram, il répond aux déclarations publiques de Gourvenec avec un message qui résume à lui seul toute sa trajectoire. Tu parles de tordu, alors que toi et ton président, vous êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence. On ne joue pas la relégation. Son dernier match officiel de football remonte au 2 avril 2022. Depuis lors, Ben Arfa n'a plus jamais joué en professionnel, sans jamais avoir officiellement annoncé sa retraite non plus, comme si admettre que c'était terminé était encore trop difficile. Aujourd'hui, à 38 ans passés, il pratique du padel au sein du club 4 Padel de Seine-Saint-Denis. Et il y a là quelque chose d'absurde et de magnifique en même temps. Selon le Parisien, il est classé 1342e sur 42 000 joueurs référencés en France, après avoir disputé plus de 70 tournois en un an. Le plus grand dribbleur de sa génération, celui dont ses propres coéquipiers disaient qu'il était Messi, s'est reconverti dans un sport de raquette. Et même dans ce sport-là, il est meilleur que la majorité des gens. Et pourtant, comme d'habitude, les statistiques seules ne racontent pas tout. Durant la saison 2015 à 2016 à Nice, dans les 5 meilleurs championnats européens, aucun joueur évoluant dans un club de taille comparable n'avait produit autant que Ben Arfa. Il termina meilleur dribbleur de toute la Ligue 1, impliqué dans 42% des buts de son équipe sur la saison entière, et à 29 ans, quand la plupart des joueurs commencent à décliner, venait de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Et puis, une blague au mauvais moment devant le mauvais interlocuteur et un entraîneur qui n'avait manifestement jamais vraiment voulu de lui ont suffi à tout faire basculer. Même dans les semaines où il s'entraînait seul dans son coin, au camp des loges, chaud réduit à regarder ses coéquipiers s'échauffer depuis la fenêtre, des membres du staff eux-mêmes ont reconnu qu'il travaillait avec une intensité et un sérieux que beaucoup de titulaires auraient envié, ce qui rend tout ça encore plus difficile à avaler.